Bonjour et bienvenue au podcast Rendez-vous de Managers, votre source d'informations privilégiée dans le domaine de la gestion. Je m'appelle Diego, je serai l'hôte de cet épisode. Ce podcast a but d'inviter des professionnels et des gestionnaires du Québec pour qu'ils puissent partager avec nous leur vécu, expertise et donner des conseils pour des nouveaux gestionnaires. Dans cet épisode, nous plongerons dans le monde de la gestion en développement des affaires et du leadership. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Kudjo Oni, directeur du développement des revenus pour la Société de recherche sur le cancer. Bonjour Kudjo, comment ça va? Bonjour Diego, ça va super bien. Cool, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir de t'avoir parmi nous. Merci de m'inviter, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Super. Si tu peux commencer à t'introduire et expliquer un petit peu ton parcours et ce que tu fais dans la vie et tes tâches quotidiennes. Oui, totalement. Donc, comme tu l'as dit, je suis directeur à développement des revenus à la Société de recherche sur le cancer. La Société de recherche sur le cancer est un organisme à but non lucratif, donc de bienfaisance, qui a pour mission de financer des projets de recherche sur tous les types de cancers au Canada. Donc, c'est un mandat national. Pour ceux qui nous écoutent, le cancer est la maladie la plus mortelle au Canada. Donc, et vous devez le savoir, là, il n'y a pas vraiment de remède. Il y a des traitements, mais il n'y a pas vraiment de remède pour guérir le cancer. Donc, la seule chose qui peut faire avancer les progrès pour lutter contre cette maladie, c'est la recherche. Donc, nous, on finance des projets de recherche à travers tout le pays. Et j'ai un parcours de gestionnaire. Je gère des équipes depuis une vingtaine d'années maintenant. Et j'ai fait une bonne partie de ma carrière en finance, dans les services financiers, avant de me joindre à la Société de recherche sur le cancer. Oh, super, belle carrière. Félicitations. Merci. Donc là, dans le parcours de finance, j'imagine que tu as pu apprendre plus les concepts sur comment créer du revenu, comment créer la croissance pour une entreprise. C'est quoi ton expérience dans ces domaines? Non, exactement. C'est en finance, mon expérience a été en développement des affaires. Donc, amener des équipes à générer de la croissance, autant pour l'entreprise que pour des clients aussi. Donc, gérer des équipes de planificateurs financiers, gérer des équipes de gestion privée, gérer des équipes de succursales, de banques aussi. Donc, toute la dynamique à générer de la croissance, des revenus au niveau des clients, de la clientèle et pour l'organisation naturellement. Donc, j'ai passé 15 ans dans les services financiers. Et j'ai beaucoup appris justement à générer cette performance tout en s'assurant évidemment de garder les équipes mobilisées et les équipes engagées dans le fond dans le travail qu'on faisait. Et l'équipe que tu gérais, c'était des techniciens ou c'était des gestionnaires aussi, chefs d'équipe? C'était quoi le niveau d'employés que tu gérais? Alors moi, j'ai eu l'opportunité de grandir comme gestionnaire. Donc, dans ma carrière, dans ma vingtaine d'années, j'ai passé 15 ans à gérer des directeurs. Donc, moi, j'étais vice-président régional à la Banque Laurentienne. Donc, je gérais des directeurs qui, eux, géraient des professionnels. Donc, c'est super intéressant parce que souvent, les gens vont dire, moi, j'ai le goût de gérer des gestionnaires, pensant que c'est différent. Mais pour moi, gérer des équipes, c'est pas mal la même chose. Quand on gère des techniciens, des professionnels, des directeurs, des VP, des sportifs, des athlètes, pour moi, c'est entrer en relation avec l'autre personne. Entrer dans une relation humaine, une relation d'affaires, et justement nourrir cette relation pour en tirer un profit mutuel, en fait. Donc, j'ai eu cette opportunité de gérer des directeurs. Donc, autant des directeurs qui avaient des équipes, des directeurs qui avaient des équipes de techniciens, de professionnels, de planificateurs financiers. Et j'ai tripé à justement faire ce travail. Et aujourd'hui, dans mon rôle actuel, je gère des chefs, donc des gestionnaires aussi. J'ai 4 gestionnaires sous ma gestion avec qui je travaille au jour le jour. Ce serait quoi le défi le plus important selon toi sur la gestion des gestionnaires, des chefs d'entreprise, des chefs d'équipe? Ouais, moi c'est une très bonne question, Diego. Je pense que le défi là, je vais te citer deux défis, 2 challenges que je vois. Le premier, c'est la communication. Certainement. Donc, et souvent quand on parle de communication, les gens pensent que c'est ce qu'on dit, mais c'est écouter.
Donc, c'est des directeurs, c'est des chefs, c'est des gestionnaires. Donc, c'est important d'écouter ce qu'ils ont à amener sur la table aussi. Donc, moi, j'écoute beaucoup. J'ai un de mes coachs qui m'a toujours dit, on a 2 oreilles, une bouche. Donc, il faut écouter 2 fois plus que parler. Donc, quand j'établis la relation avec ces gestionnaires, j'écoute beaucoup parce qu'ils connaissent leur métier. Ouais. Ils connaissent leurs équipes. Ils savent ce qu'ils font. Donc, pour moi, c'est de les écouter, puis d'être un facilitateur pour eux. Donc, mon rôle vraiment avec eux, c'est d'enlever des roches de leur chemin pour qu'eux, ils soient encore plus performants. Fait que c'est un peu ça mon rôle de facilitateur, d'accompagnateur. Donc, ça, c'est le premier défi, c'est la communication. Le deuxième défi, c'est pouvoir créer un esprit d'équipe. Parce que tout le monde dit souvent, moi, je suis un bon joueur d'équipe. Mais être un bon joueur d'équipe, c'est plus difficile qu'on ne le pense. Parce que quand tu es un joueur d'équipe, ça veut dire que tu dois faire des sacrifices. Ça veut dire que ce n'est plus toi. Ça veut dire que des fois, il faut que tu acceptes d'être derrière. C'est ça un joueur d'équipe, en fait. Un joueur d'équipe, normalement, c'est comme ça, doit te challenger d'être un joueur d'équipe parce que naturellement, on pense à nous, puis on pense pas forcément à l'autre. Donc, l'autre défi, c'est justement amener des performants à travailler ensemble, puis à comprendre qu'ensemble, on va plus loin. Et j'imagine qu'il faut que tu adaptes tes méthodes de communication selon la personnalité de la personne. Disons, quand tu parles gestionnaire d'équipe, c'est une communication horizontale, vous êtes à peu près dans le même niveau, versus un technicien où il faut établir le plan de travail alors que lui, il a déjà son propre plan, il a son ego à gérer. Il faut savoir l'écouter, comme tu dis, pour pouvoir s'assurer que tu prends en compte son point de vue, mais aussi, il y a un certain travail à faire, donc il faut quand même que tu lui donnes la consigne, mais le faire comprendre le but de faire ça, n'est-ce pas? Exactement. C'est sûr qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter à chacun. Même dans le même rôle, il faut s'adapter aux personnalités aussi des gens. On parle beaucoup de génération. Il faut s'adapter à ces réalités aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un gestionnaire ou un dirigeant est un caméléon, en fait. Il doit être capable vraiment de lire la salle, de lire son équipe, de saisir les sensibilités. Sans se trahir non plus, parce qu'il faut qu'il ait sa personnalité, son authenticité aussi, mais il doit être capable de lire ses différentes sensibilités et puis s'adapter à chacun pour retenir son personnel et naturellement les amener à une performance supérieure. Donc oui, il faut s'adapter. Et s'adapter, c'est écouter. C'est écouter, poser des questions, comprendre comment la personne fonctionne. Et après, on peut tirer profit des forces de la personne. Je dis souvent quelque chose à mes équipiers, parce que tout le monde a des forces et tout le monde a des choses à travailler. Et je leur dis souvent, moi, mon rôle, c'est de travailler sur tes forces, avec tes forces. Parce que tes faiblesses, ça fait des années que ton conjoint, ta conjointe, tes amis, tes parents essaient de te changer. Qui suis-je, moi, pour travailler dessus, right? Donc, on va travailler sur tes forces parce que c'est ça qui est stimulant. C'est sur ça qu'on peut gagner. Et tes faiblesses, là, je suis sûr que tu le sais. Je suis sûr que tu travailles déjà dessus naturellement. Tu ramènes un bon point. Je pense que le réflexe des gens, c'est « je vais travailler sur mes faiblesses ». Mais ça, c'est plus dur, comme tu le mentionnes. C'est quelque chose que tout le monde a des défauts, des faiblesses. Personne n'est parfaite. Mais si tu te concentres sur les points forts, la personne peut aller plus loin et automatiquement, elle va peut-être travailler sur ses faiblesses. C'est un très bon... c'est la psychologie inverse. Exactement, ouais. Et côté leadership, j'imagine qu'on doit porter différents chapeaux. Il y a des moments qu'il faut être directif, des moments qui doivent être laissés aller. Tu dois les gens à faire. Tu fais confiance aux gens. Donc, c'est quoi le conseil que tu peux donner à un gestionnaire pour développer l'art d'adapter son leadership selon l'équipe qu'il est en face? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as pu apprendre dans ton expérience? Ouais, 3 choses. La première chose, c'est se connaître comme gestionnaire. Il faut savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qui nous irrite? Qu'est-ce qui nous stimule? C'est super important parce que pour être un leader ou pour exercer un certain leadership, ça vient de nos valeurs naturelles, de nos valeurs intrinsèques. Parce que sinon, les gens vont voir qu'on n'est pas authentique. Aujourd'hui, il y a plusieurs styles de leadership, là.
Puis des fois, les gens vont dire, moi, j'ai un leadership partagé ou moi, j'exerce un leadership transformationnel. Pour moi, là, c'est pas à nous de le dire, c'est aux gens de dire, ah, lui, j'aime beaucoup son leadership. Et ils vont le décrire sans mettre de mots autour, right? Donc, la première chose, c'est se connaître. La deuxième chose, c'est comprendre que exercer un leadership n'est pas une notion de fonction, de titre ou de pouvoir, si on veut. N'importe qui peut exercer un leadership. Un enfant peut exercer un leadership dans la maison. Un coéquipier dans une équipe peut exercer un leadership. Ça peut être grâce à lui que finalement, on décide d'améliorer quelque chose au sein de l'équipe parce qu'il a parlé de quelque chose. Donc, je pense que c'est comprendre que le leadership n'est pas quelque chose de top-down, right? Ou quelque chose qui doit être exercé par un dirigeant forcément. La troisième chose qui, selon moi, est cruciale, c'est ce dont on a parlé un peu plus tôt, c'est cette adaptation. Ça veut dire que je peux rentrer dans un projet et j'ai un leadership directif parce que je suis au début et je veux aligner les gens. Je veux que les gens soient focusés. Puis, à la 3e, 4e réunion, je suis plus dans un leadership transactionnel parce que je dois débloquer des choses pour eux. Je dois faire des coups de fil dans d'autres départements pour dire, écoute, on a un bloquant au niveau du département des finances. Ça serait bon que vous nous préparez ces fichiers Excel. Donc, je travaille dans l'ombre pour que l'équipe puisse avancer dans le projet. Donc, c'est cette capacité de s'adapter et de ne pas penser que moi, mon leadership, c'est ça et je ne suis pas ici. Donc, savoir que je peux changer, je peux exercer différents leaderships à différents moments. Ah, super. Pour conclure cette partie de leadership, tu as mentionné la nouvelle génération. Est-ce que tu as eu l'occasion de gérer une équipe qui était plus ancienne, des baby boomers, et après la nouvelle génération, est-ce que tu remarques un changement important? Comment les gens sont ouverts à des idées ou comment ils veulent se faire valoir comparé aux gens d'avant, la génération d'avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un gestionnaire doit savoir pour savoir, OK, maintenant je bats la telle génération, c'est plutôt comme ça qu'il fonctionne? Je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas populaire ou qui va peut-être te surprendre. Selon moi, ce sont les mêmes. Ah oui? Ouais. Ce sont les mêmes. Parce qu'ils ont fondamentalement les mêmes aspirations. Ils veulent être heureux. Ils veulent se réaliser. Ils veulent sentir qu'ils contribuent à quelque chose. Ouais. Et les marketeurs, là, les publicitaires, nous ont poussé ces générations parce que, ça permet de pitcher des idées, des produits, des stratégies, etc. Mais de mon expérience, à mon humble avis, là, ce sont les mêmes personnes. C'est un humain qui a peur, qui est anxieux, mais qui est heureux, qui a un cœur qui bat, qui travaille fort pour sa famille. Fait que, selon moi, c'est la même chose. Oui, il y a des particularités. Il y a des générations qui sont plus propices à utiliser la technologie, par exemple. Mais faut jamais oublier que si on prend, par exemple, on les appelle des baby boomers, là. Prends un baby boomer, c'est peut-être la génération, ou même peut-être la génération X, c'est peut-être les générations qui ont subi le plus de changements technologiques. Parce qu'avant eux, il n'y avait pas cette technologie. Donc, ceux qui ont vécu le plus gros choc et qui se sont adaptés, c'est peut-être eux. Parce qu'il y avait un temps, il n'y avait pas de guichet automatique, par exemple, pour retirer de l'argent. Donc, quand tu prends une génération plus jeune, ça a toujours existé. Internet a toujours existé. Ils ont vécu comme ça. Un téléphone a toujours existé. Ouais. Donc, moi, des fois, quand je parle à des gens qui sont nés dans les années 60, 70 ou 50 même, ils ont dû s'adapter beaucoup plus que d'autres générations. Donc, on a beaucoup à apprendre d'eux, justement, de comment est-ce qu'ils ont vécu cette adaptation. La première fois qu'Internet est arrivé au bureau, raconte-moi comment ça a été. Et là, évidemment, il y a des histoires drôles. Mais surtout, raconte-moi comment tu as amené une équipe à s'adapter.
à ces technologies. Comment tu as géré les préoccupations des gens quand tu as travaillé dans telle usine et qu'on a commencé à robotiser pas mal de machinerie? Comment tu as géré la peur des gens, justement, de perdre des jobs, ou, etc., etc. Fait qu'on a beaucoup à apprendre de cette génération. Et on a beaucoup à apprendre des nouvelles générations aussi. On parle de Gen Z. Gen Z ont une relation différente au travail que les autres générations. Gen Z, c'est quoi? C'est 1997 à 2010. Ils ont une relation différente. Ils ne travaillent pas forcément pour gagner de l'argent ou pour... donc, ils ont une relation... Donc, on a peut-être à apprendre d'eux aussi sur notre relation par rapport au travail. Right? Et on a peut-être beaucoup à apprendre aussi par rapport à la santé mentale ou à comment est-ce qu'on prend soin de nous. Donc, un Gen Z peut arriver et puis dire que moi, je vais prendre jeudi et vendredi off. Je me sens pas bien mentalement. Exactement. Ouais. Mais on a beaucoup à apprendre de lui, de cette transparence, de cette capacité à communiquer son état d'âme, que peut-être que nous, on n'est pas capable, puis on force, puis on brise après, dans le fond. Donc, je pense que on a une même base parce qu'on est des humains avec nos valeurs, avec des valeurs communes, souvent. Mais il faut apprendre des particularités puis des différences de tout le monde. Ouais, peut-être que même la génération baby boomers, ils sentaient les mêmes effets sur la santé mentale, mais c'était un tabou d'en parler. Exact. Pour eux, c'était non, je m'étais, je fais mon mieux, sinon on va me virer. C'était une gestion différente à l'époque. Donc, les gens se sont habitués, donc ils se sont renfermés. Maintenant, la génération, elle est plus ouverte à parler de ce qu'ils sentent. Donc, ça mène les gens à réflexion. Ah, peut-être que ça a toujours été un problème, mais les gens prononçaient pas. Totalement. Ouais. Et ce qui est intéressant par rapport à ta question aussi, c'est comme gestionnaire aujourd'hui, tu peux avoir une équipe avec toutes les générations. Ouais. Right? Donc, tu peux avoir des baby boomers dans ton équipe, de génération X, génération Y, qu'on appelle les milléniaux, puis ensuite les Gen Z. Mais au milieu, tu as beaucoup de gens qui sont comme au milieu, right? Quelqu'un qui est né dans le début des années 80, est-ce qu'il se sent plus Gen Z que millénial? Des fois, c'est un peu limite, mais la beauté, c'est que c'est une pluralité d'opinions, c'est une diversité d'opinions et de personnalités qui rendent les équipes très riches. Oui, justement, je pense que le fait que les équipes sont multigénérationnelles, ça se partage les points de vue, les gens apprennent un de l'autre et essaient d'évoluer personnellement en étant entourés par des gens qui ont des pensées différentes. Exact. Ouais. Ah, super. Maintenant, sur ton poste actuel, développement de revenus, si je comprends bien, tu essayes d'aller chercher des financements pour les recherches sur le cancer. Exact. Donc, tes tâches, c'est plus d'aller mobiliser l'équipe pour aller chercher des croissances. C'est quoi le genre de projet que vous mettez en place? Moi, à tous les jours, quand je me lève avec mon équipe, ce qu'on fait, c'est on cogne aux portes. Donc, on cogne à des portes. Ça peut être des portes corporatives. Ça peut être au niveau d'individus. Ça peut être au niveau de fondations. On explique notre mission. On explique ce qu'on fait. Nous, on se lève chaque matin, puis notre souhait, c'est de sauver des vies. C'est de faire en sorte que quelqu'un qui apprend un diagnostic aujourd'hui de cancer ne se sente pas seul. Sache qu'il y a de la recherche qui se fait où il a accès à des choses qui se sont faites grâce à la recherche pour s'en sortir. Donc, moi, je suis responsable de toutes les activités qui génèrent des sous au sein de l'organisation. Et les sous, on utilise ces sous pour financer des projets de recherche par la suite. Donc, ça inclut les événements. Donc, j'ai une chef événement, donc elle s'occupe de tout ce qui est événementiel. Ça inclut ce qu'on appelle du marketing direct aussi. Donc, on communique avec une base de données qu'on a de donateurs pour les solliciter. Ça inclut aussi ce qu'on appelle, on a un programme de voyage caritatif. Donc, les gens fundraise, les gens font des collectes de fonds pour faire un défi voyage dans un pays quelconque et aller faire un trekking ou une randonnée, histoire de se dépasser pour, évidemment, aller collecter des fonds. Et une bonne partie de ces fonds va à la recherche. Et la quatrième source de revenus, c'est les partenariats corporatifs avec des entreprises qui sont touchés par la cause, qui ont des clients touchés par la cause, ou pour eux, si cette cause est importante, on fait des partenariats, puis eux peuvent cofinancer
des projets de recherche avec nous. Et notre modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires où si un partenaire met $1, nous mettons $1 aussi. Donc, si on cogne à la porte d'une entreprise et que l'entreprise dit, écoute, moi, je veux vous supporter avec $30,000, ben, s'il met le 30 000, nous, on met un 30 000. Donc, on peut dire qu'on a 60 000 pour faire avancer la recherche sur le cancer. Donc, ça, c'est un peu notre modèle d'affaires. Donc, j'imagine que tu dois beaucoup faire de stratégie pour aller chercher de façon innovatrice des programmes qui vont inciter les gens à financer la recherche. Donc, des stratégies de développement, en fait, qui sont adaptées parce que toutes les entreprises veulent bien faire, toutes les entreprises veulent aider, mais des fois, peut-être que la cause n'est pas alignée à ce qu'ils veulent faire. Des fois, peut-être que l'entreprise n'est pas encore fixée sur sa cause non plus parce que toutes les causes sont bonnes. Right? Que ce soit l'autisme, que ce soit la santé mentale, que ce soit la pauvreté, que toutes les causes sont bonnes. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un donne à une cause et pas à l'autre? Right? Selon ses valeurs. Exactement. Selon ses valeurs, selon ce qu'il perçoit. Des fois, ça peut être parce qu'il vient d'apprendre une nouvelle aussi. Right? Donc, des fois, c'est circonstanciel aussi. Donc, oui, on travaille des stratégies de développement en fait, là, pour solliciter des partenaires pour travailler ensemble sur des projets. OK. Et tout à l'heure, tu as mentionné l'aspect marketing des données. Est-ce que vous utilisez des outils technologiques qui permettent de faire un marketing stratégique, savoir les données? Justement, tu parles des émissions de valeur, de repérer quelles sont les entreprises qui ont le plus potentiel aligné avec vos valeurs. Donc, vous pouvez focaliser vos énergies et forces. Totalement, ouais. Et on utilise des outils pour justement faire ce mining, si on veut, d'entreprises qui ont des valeurs alignées. Donc, exemple, des entreprises qui ont, par exemple, la santé, ou la santé et le bien-être dans leurs valeurs. L'autre stratégie marketing, ou en tout cas des outils marketing qu'on utilise, c'est on a un CRM. CRM, oui. Dans lequel on est capable de segmenter nos donateurs et donc d'entretenir une relation avec eux pour les accompagner, puis faire en sorte qu'ils puissent soit donner régulièrement ou donner plus, ou éventuellement nous garder comme une cause qui est très, très proche de leur cœur. Donc, le CRM nous permet vraiment de gérer cette relation avec les donateurs et puis les donatrices. Et est-ce que c'est juste toi qui utilises ces outils ou les gens que tu gères aussi? Donc, tu dois toujours coordonner une formation, s'assurer que les gens développent des compétences stratégiques, comment analyser ça, comment ça fonctionne? Exactement. Donc, un CRM, vous devez, pour ceux qui nous écoutent là, vous devez savoir que ce qu'on dit souvent, c'est garbage in, garbage out, right? Ouais. Donc, c'est très important de nourrir le CRM. Donc, toute l'entreprise toute l'organisation, utilise le CRM. Donc, dès que tu parles à un potentiel donateur ou à une donatrice ou à une entreprise, tu le documentes, tu mets autant d'informations que tu peux parce qu'on peut, en aval, par la suite, faire des stratégies. Donc, on peut décider, par exemple, si on s'associe avec Redmans, par exemple, right? Redmans qui font des vêtements et on peut aller ou disons s'associer avec Danone. Alors peut-être que Danone est intéressé à travailler avec nous sommes intéressés à travailler avec eux aussi, mais ils veulent s'assurer d'être bien alignés parce qu'ils veulent qu'on finance des projets de recherche, par exemple, sur le microbiote ou sur l'estomac, par exemple, ou sur le sophage, parce que, le yogourt travaille la flore intestinale, etc., etc. Donc, il y a un alignement. Par exemple, moi, je peux aller dans le CRM et puis aller voir combien de nos donateurs sont touchés par le cancer de l'estomac, par exemple. Ou c'est une cause qui est importante pour eux parce qu'ils ont un proche peut-être qui est peut-être décédé de ça ou qui a peut-être eu ce type de cancer. Je peux arriver dans la réunion et puis utiliser des données pour dire, écoute, dans notre base de données, là, on a 30 000 donateurs, donatrices qui sont directement touchés par ce dont on est en train de se parler actuellement. Donc, puis ça, c'est ce qu'on a. C'est certainement encore plus vaste. Puis on peut utiliser une autre statistique peut-être plus générale au Canada aussi. Donc, on utilise beaucoup ces données pour
pour pouvoir supporter nos stratégies. On utilise beaucoup des données aussi des tendances au niveau des donateurs, donatrices. Qu'est-ce que les donateurs font? Où est-ce qu'ils donnent? C'est quoi les nouvelles tendances? Par tranche d'âge aussi. Quand tu as 25 ans, souvent, tu ne vas pas donner parce que, tu n'as pas beaucoup de revenus disponibles. Et si tu donnes, ça va être sporadique. Puis là, je généralise, là, mais tu vas faire beaucoup de bénévolat, par exemple. Tu vas donner ton temps. Tu tombes dans la trentaine, tu réussis bien ta vie, tu as des enfants, donc souvent, la cause des enfants va venir te toucher. Le côté humain se développe davantage. Mais ce sont les enfants parce que ça vient te toucher. Ouais. Finalement, tu as 50, 55 ans, les enfants sont partis, mais tu commences à avoir peut-être des amis qui ont des bobos, fait que la santé commence à te toucher au niveau des causes. Fait que c'est un journey, c'est un parcours donateur, en fait. Et c'est des choses qu'on étudie pour s'assurer de bien évoluer avec nos donateurs. Donc, je pense que c'est essentiel pour vous, justement, de suivre les évolutions et être rapide sur les changements pour raligner vos stratégies, parce que sinon, vous risquez de dépenser trop d'énergie, de temps et de ressources sur quelque chose qui c'est plus d'actualité. Exactement. Et aujourd'hui, en philanthropie, des outils comme l'intelligence artificielle commencent déjà à faire des percées. Et il faut qu'on soit à l'affût de la technologie, justement, pour ne pas être désuet ou pour pouvoir s'adapter un peu plus. Parce que dans notre modèle d'affaires, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de revenus, mais de diminuer les coûts pour qu'une majorité de l'argent aille à la recherche, en fait. Donc, si on est capable de baisser les coûts, on est très content parce que c'est beaucoup plus d'argent qui va supporter la recherche. Et si on est capable d'augmenter les revenus en même temps, ça, c'est encore mieux. Justement, sur l'intelligence artificielle, est-ce que vous explorez déjà contacter des entreprises qui fournissent des modèles analytiques pour pouvoir faire des rapports, des panneaux de bord, des données, des KPI, pour savoir, OK, voici le statut, voici les prédictions, pour pouvoir prévoir qu'est-ce que le marché va demander? C'est quoi les projets? Et on est en phase exploratoire actuellement. OK. Donc, on réfléchit déjà de comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut augmenter l'acquisition de donateurs en utilisant la technologie. Okay. Comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre de nouveaux donateurs, donatrices en utilisant la technologie. Comment est-ce qu'on peut mieux communiquer? Parce que notre travail, c'est un travail de communication aussi. Parce que oui, quelqu'un peut te donner, mais il veut savoir qu'est-ce qui se passe, vous êtes rendu où, comment ça avance, qu'est-ce qui a été découvert, c'est qui les chercheurs. Transparence. La transparence, exactement. Donc, on veut utiliser la technologie aussi pour justement communiquer, mieux interagir avec nos donateurs, donatrices. Donc, on est en train d'explorer actuellement et je pense que cette année, ça va être une belle année pour nous et l'année prochaine aussi pour justement tester des choses. Et justement, on établit justement les objectifs. Donc, comme je t'ai dit, ce qu'on veut vraiment faire, c'est acquisition de nouveaux donateurs, donatrices, communication, justement, de ce qu'on fait, puis avec toute cette transparence, évidemment pour entrer en relation avec les donateurs et baisse des coûts aussi. Donc, si ça peut baisser des coûts pour nous, si ça nous prend 10 ressources pour faire une tâche et que un outil d'intelligence artificielle peut nous permettre de le faire avec 3 ressources, on peut allouer les 7 autres ressources à d'autres activités au sein de l'organisation. Exact, ça vous permet d'optimiser les ressources que vous avez. Exactement. Faire moins de tâches administratives et d'analyse, plus des prises de décision. Plus de tâches à valeur ajoutée. D'exécution. Ouais, super. Si on parle de l'aspect marketing, j'imagine que ça doit être très important pour vous de vous faire connaître, faire des annonces ou des événements. J'imagine que vous faites des événements pour promouvoir l'association, la recherche. Et comment les entreprises pharmaceutiques s'impliquent avec vous là-dessus? C'est une bonne question. Et ta question a 2 volets. Au niveau du marketing, comme je le disais plus tôt, toutes les causes sont bonnes. Right? Donc, comment tu fais pour te démarquer, entre guillemets, et faire en sorte que you first in mind, c'est-à-dire les gens pensent à toi en premier quand ils pensent à la recherche, par exemple, sur le cancer. La marque numéro 1. Exactement.
comment tu crées un tunnel pour tes donateurs, donatrices, pour justement leur faire vivre une expérience donateur différente, ou en tout cas une expérience personnalisée. Et dans notre plan stratégique, là, une des choses qu'on regarde, c'est justement cette notoriété, cette visibilité. Parce que la recherche, le concept de recherche est abstrait, en vrai, right? Mais elle est cruciale quand on parle de guérir une maladie, dans le fond. Donc, c'est un challenge pour nous de rendre la recherche cool. De rendre la recherche accessible. Parce que des fois, les gens peuvent penser que c'est compliqué aussi. Et des fois, c'est compliqué, là. Technique. Mais comment tu rends quelque chose de technique accessible? Tu vois? Comment est-ce que tu fais en sorte que le donateur, il touche à la recherche? Ça soit tangible. Il peut toucher, il peut savoir, OK, mon $2 est parti dans ça, je peux le toucher, right? Une organisation qui travaille dans des food banks, dans des banques alimentaires, tu peux conduire dans ta ville, puis OK, tu passes devant une banque alimentaire, puis tu dis, c'est vrai, la semaine passée, je suis venu porter quelque chose, je suis venu faire du bénévolat. Donc, c'est tangible, c'est concret. Ouais. Fait qu'on a des challenges de justement positionner, que ce soit la marque, la mission. On le fait. On le fait déjà très bien parce qu'on communique énormément, autant sur les réseaux sociaux que sur les plateformes traditionnelles. Sur notre mission, on est très reconnu au niveau de l'écosystème de la recherche. Donc, les chercheurs sont des bons ambassadeurs pour nous. Quand ils publient sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, on est toujours cité. Donc, on est vraiment très reconnu dans l'écosystème de la recherche sur le cancer au niveau de cet écosystème. Mais on réfléchit à comment est-ce qu'on peut l'élargir, comment est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut être des supporters de la recherche, des advocates of research. So, on est, désolé mon anglicisme, mais on travaille beaucoup justement sur le côté marketing, mais le point vital là, c'est que nos donateurs deviennent nos ambassadeurs. Ouais. Parce que nos donateurs, donatrices, là, supposons une donatrice nous donne de l'argent depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle est en relation avec nous, puis elle parle à ses amis, elle parle à sa famille de ce qu'elle fait, qui deviennent nos ambassadeurs à travers tout le pays. Et ça, on est reconnaissant par rapport à ça. À ta deuxième question, au niveau des pharma, on peut avoir une pharmaceutique comme partenaire, donc qui décide de cofinancer un projet de recherche avec nous. Ça dérange pas. Les chercheurs aiment toujours avoir une distance avec les pharmaceutiques parce qu'ils veulent avoir une intégrité dans leur stratégie de recherche. Et la manière dont on s'assure que cette intégrité, cette bonne gouvernance demeure au sein de notre organisation, c'est quand les chercheurs soumettent des projets de recherche, c'est un comité scientifique indépendant qui évalue. Vous n'êtes pas favoriser une entreprise qui fasse des profits sur le produit qui va sortir de ça. Exactement. Ouais. Donc, c'est un comité scientifique indépendant de nous, indépendant de nos donateurs, qui se rassemblent bénévolement. Ouais. C'est fait de chercheurs et de cliniciens très, très, très réputés. Ils se rassemblent, ils regardent chaque projet avec des critères très, très, très précis, puis ils décident que, OK, sur 500 projets reçus, voici 100 projets qu'on finance. Et là, ils nous les soumettent, puis nous, on les finance. Pour garder justement cette bonne gouvernance, cette bonne intégrité. Et au Canada, on est reconnu pour un des panels, peer review, on l'appelle, donc un des panels de révision les plus robustes et les plus solides dans le pays. Là. De ce que je vois, on dirait que j'ai jamais travaillé pour une organisation à but non lucratif, mais c'est le même principe qu'une entreprise normale. Il y a la sélection de projets, il y a toutes les étapes de voir, voici, on a 100 projets, mais on a tel budget. Il faut sélectionner ceux qui sont plus alignés avec stratégie, qui vont donner plus d'impact, un bon retour sur investissement. Après, tu as la partie marketing, relations clients. On dirait que c'est la même chose. Dans ma tête, c'était complètement différent d'une gestion à but non lucratif, mais de ce que je vois, ça ressemble beaucoup. C'est la même chose. Et c'est pour ça que quand j'ai décidé de faire le saut des services financiers dans un organisme de bienfaisance, aux yeux de mes amis, ça a l'air « wow, OK ». Mais quand tu y penses, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est une organisation. Il y a une mission, il y a des valeurs, il y a une proposition de valeurs, il y a des stratégies,
Il y a du retour sur investissement qu'il faut aller chercher. Ouais. Il y a de la gestion des revenus, gestion des dépenses, gestion des ressources humaines. Il y a le marketing, il y a les finances, il y a la technologie, il y a la conformité. C'est la même chose, en fait. Est-ce que je me trompe à dire le fait que les gens qui travaillent, c'est que ça leur touche? Bien sûr. Ils sont impliqués. Versus une personne qui travaille pour une multinationale, il est là pour l'argent. Est-ce que tu peux remarquer que les gens qui sont dans ce genre d'organisation, ils sont plus motivés, plus mobilisés parce que ils savent qu'ils vont contribuer pour un bien pour la société au lieu de juste faire de l'argent pour des actionnaires ou des chefs d'entreprise. Est-ce que tu remarques ça dans la motivation des gens? Oui. Il y a intrinsèquement, donc dans les valeurs intrinsèques, les gens qui travaillent pour des organisations de bienfaisance qui représentent une cause sont souvent personnellement peut-être touchés déjà par cette cause. Okay. Ou à force de côtoyer des gens qui sont touchés par cette cause, tu deviens sensible et quand tu te lèves le matin, tu fonces, tu veux vraiment travailler pour cette cause. Donc, il y a un côté noble à ça. Ouais. Néanmoins, je pense que moi, je travaille, par exemple, en finance. Puis, quand je me levais le matin, j'étais motivé d'aider un entrepreneur à réaliser son projet. J'étais motivé d'aider un nouvel arrivant à comprendre comment les finances fonctionnent au Canada, puis dans 1 an, 2 ans, à acheter une maison. J'étais motivé d'aider un étudiant en pharmacie à bien gérer ses affaires, puis à s'acheter une pharmacie dans 5-6 ans. J'étais motivé à aider un de mes directeurs ou un de mes conseillers financiers à développer son parcours, sa carrière pour devenir gestionnaire. Donc, on change le monde, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille. Parce que quand on voit quelqu'un en finance, on dit « il fait juste de l'argent, il est juste intéressé par l'argent ». Mais on a besoin d'argent pour changer le monde. Right? Ouais. Ça prend des ressources. Ça prend des ressources pour changer le monde. Et je crois que quelle que soit l'entreprise, grosse entreprise, petite entreprise, multinationale, grosse banque, gros cabinet, je pense qu'on change le monde, on influence des gens, on change la vie des gens à notre manière. Donc, je pense qu'il faut juste le réaliser et se l'approprier et puis go hard for it. Puis on a besoin d'argent pour changer le monde. Donc, faire de l'argent, c'est bien. Parce qu'avec l'argent, on peut faire avancer la recherche sur le cancer, on peut aider les gens qui sont plus démunis. Donc, faut pas opposer les deux, en fait, selon moi. Tu vois. L'idée, c'est de faire de l'argent, puis d'être conscient que il faut redonner au suivant. Et comment vous informez les stakeholders, les gens qui financent? Est-ce que vous faites des conférences pour présenter des résultats, l'avancement de projet, ou vous diffusez via des canaux de communication? Comment cet aspect d'une organisation à but non lucratif, vous faites cette gestion des parties prenantes? Ouais, un des outils qu'on utilise, c'est notre rapport d'impact qu'on produit à chaque année. Donc, ça, c'est un canal de communication pour nous pour parler des réalisations de l'année. Donc, nombre de recherches qu'on a financées. Par exemple, en 2023, on a financé 125 projets de recherche. 125? 125, c'est 15 millions de dollars qu'on a investis dans la recherche. Depuis notre création, on a été fondé en 1945. On a investi 388 millions dans la recherche sur le cancer. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais il faut continuer à faire un peu plus. Donc, le rapport d'impact, c'est un des canaux de communication pour nous. On utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi pour communiquer l'impact. On a évidemment nos résultats trimestriels qui sortent à chaque trimestre à la fin des rencontres de conseil d'administration où on informe évidemment nos parties prenantes aussi de comment est-ce qu'on avance aussi. Puis on a des statutaires avec nos partenaires trimestriellement ou 2-3 fois par année pour les informer de l'avancement. Les chercheurs nous envoient une lettre d'avancement de leurs travaux aussi. Donc, ils envoient une lettre d'avancement de leur projet de recherche, puis à la fin du projet de recherche, un rapport scientifique pour nous dire comment est-ce que le projet a été. Puis on l'utilise souvent pour partager avec nos donateurs, surtout ceux qui travaillent avec nous pour cofinancer des projets de recherche. Et si, admettons, vous arrivez à un bon résultat,
très prometteur pour un avancement qui peut sauver des vies. Comment ça se fait la suite? Est-ce que vous approchez des entreprises qui veulent acheter cette patente ou faire une collaboration avec vous, mais tout en gardant un usage responsable, disons? Ouais. La réponse est non. Parce que, non? Okay. Parce que notre mission, c'est financer la recherche. Donc, on essaie de ne pas aller dans le côté entreprise profit parce que légalement, comme une OBNL, on ne peut pas faire de profit. Donc, il faut tout redistribuer, tout réinvestir dans l'organisation. Donc, si un chercheur découvre quelque chose, la plupart des chercheurs sont associés à des instituts de recherche universitaires ou des centres de recherche hospitaliers. Donc, ils sont déjà dans un écosystème qui peut décider de patent ce qu'ils ont trouvé ou pas. Puis, on a déjà eu des percées. Il y a un chercheur qui s'appelle Peter Cullis, qui est à Vancouver, BC. C'est un chercheur très, très réputé. Les 2 prix Nobel de médecine de l'année passée ont eu leur prix Nobel. C'est des Américains. Ils ont eu leur prix Nobel grâce à une technologie que ce chercheur qu'on a financé a découvert. OK, wow. Donc, c'est une technologie qui permet de transporter une molécule. Donc, parce que tu peux trouver une molécule qui soigne quelque chose, mais il faut le transporter dans le corps. Et il y a un mécanisme de transport, il y a plusieurs mécanismes de transport. Fait que lui, il a trouvé un mécanisme de transport, puis je veux pas être trop technique, il a trouvé le mécanisme pour transporter cette molécule. Donc, ça a permis à ces 2 prix Nobel de gagner le prix Nobel de médecine aux États-Unis. Et lui, Peter Cullis, tout le monde dit que c'est juste une question de temps pour qu'il gagne un prix Nobel. Donc, nous, on aime souvent dire à la Société de recherche sur le cancer qu'on est à quelques années du prix Nobel de médecine parce que c'est quelqu'un qui est très réputé. D'ailleurs, c'est lui qui a développé c'est lui qui a accéléré le développement du vaccin pour la COVID aussi parce que lui, il a trouvé la manière de faire transporter évidemment rapidement le vaccin dans le corps pour que ça soit efficace là dans le fond. Fait que dans l'écosystème, on est très 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 reconnu dans cet écosystème technique recherche et on veut continuer justement on veut le simplifier et puis le répandre un peu pour monsieur, madame, tout le monde pour qu'ils comprennent ces histoires et puis qu'ils se l'approprient aussi et qu'ils en soient fiers. J'ai contribué à mon 5$ que j'ai donné là, ça a permis Ça a permis cet avancement majeur qui va pouvoir et qui touche d'autres sphères aussi là parce que des chercheurs souvent ils ont un concept qui s'appelle le repositionnement de médicaments. Donc des fois ils vont prendre un médicament du diabète puis ils vont vouloir le tester sur le cancer par exemple. Donc parce que le médicament qui a été trouvé pour le diabète, ça a pris 200 ans pour le trouver. Donc, pour eux, ils n'ont pas besoin de faire ce travail encore de recherche. Il y a déjà de la recherche qui existe. Donc, ils travaillent beaucoup entre eux. Et ce n'est pas fermé. Moi, je travaille sur les maladies du cœur. Moi, je travaille sur les maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est vraiment une collaboration là qu'ils font entre eux. Wow, super intéressant. J'ai 2 questions. La première, la partie gestion des talents, des ressources humaines. Est-ce que vous rencontrez des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, vu que c'est des domaines très spécialisés, c'est des gens qui ont beaucoup d'éducation, beaucoup de connaissances? Est-ce que c'est difficile à trouver ces chercheurs? Comment ça se passe, le marché du travail pour vous? Oui. Alors, nous, notre marché du travail, les chercheurs sont indépendants, là, donc ça, c'est vraiment avec eux. Nous, avec nos professionnels qu'on a ou nos gestionnaires qu'on a, on vit les mêmes défis que toutes les industries. Donc, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Et je sais que beaucoup d'organisations ont développé des stratégies durant post-COVID au niveau du partage des ressources, des fois, surtout les petites organisations, parce que nous, on est une organisation de taille moyenne, mais il y a souvent des petites organisations où c'est très difficile pour eux. Donc, les stratégies qu'ils ont utilisées, c'est des partages de ressources. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir chacun un département de TI ou chacun un département de RH, par exemple? Est-ce que si tu rencontres une candidate et qu'il n'y a pas de fit, peux-tu m'en parler, moi?
Et peut-être que je cherche, peut-être que le fit peut exister chez moi. Donc, il y a cette collaboration. On a des pénuries de main-d'œuvre et souvent, à la Société de recherche sur le cancer, ce qu'on essaie de faire, c'est travailler beaucoup sur l'expérience employée pour retenir le talent qu'on a et les développer, leur donner la formation nécessaire, leur confier des mandats, des projets, faire de la promotion à l'interne pour justement, parce que c'est plus difficile de recruter, c'est plus facile de développer ton talent que même de recruter dans le fond. Donc, on investit beaucoup dans nos équipes pour faire en sorte qu'on puisse les garder parce que c'est des gens qui ont une expertise quand même très spéciale, très pointue, qu'on veut pas les perdre. Ça, la deuxième question, c'était c'est quoi les stratégies pour rétention du personnel? Parce que je me dis, est-ce que c'est plus difficile à retenir des gens dans une organisation à but non lucratif? Est-ce qu'ils se font approcher par des multinationales qui veulent les avoir? Comment ils se sentent par rapport à ça? Est-ce qu'ils savent que c'est leur cause qui tient à cœur, donc ils restent parce qu'ils aiment? Dans les organisations à but non lucratif de bienfaisance, on traite bien nos équipiers aussi. Okay. De l'extérieur, les gens pensent que c'est du bénévolat, c'est ça, mais on les traite bien. Okay. Ils sont bien traités. Parce que comme on l'a vu, c'est la même gestion d'entreprise. Même gestion d'entreprise, revenu, tout. Ils sont bien traités. Les gens sont heureux de travailler, de se lever et puis de travailler. Il y a des bonnes conditions de travail. Il y a des opportunités d'avancement, de carrière. Il y a un bon développement personnel qui est offert aussi. Donc, les gens sont bien traités. Oui, tout le monde se fait approcher aujourd'hui. Mais je pense que quand les gens seront bien traités et qu'ils voient une organisation qui est bien alignée à la mission, je pense qu'ils décident de rester puis de faire carrière. Et moi, c'est mon travail en tant que gestionnaire de les mobiliser, de prendre soin d'eux, de travailler avec eux, de les stimuler, de capter leur attention. Des choses qu'on fait, par exemple, c'est... Moi, j'aime toujours accompagner mes gestionnaires sur des projets. On se lance dans des projets ou des initiatives, comme ça, je sais que ça les motive. Je travaille beaucoup pour faciliter aussi. Donc, quand il y a des bloquants, pour moi, c'est comment je peux t'aider. Comment puis-je faire en sorte que ta semaine puisse être beaucoup plus fluide? Ouais. Comment je peux débloquer une situation pour toi? Fait que je suis beaucoup dans cette aide pour résoudre des difficultés ou des challenges pour que le gestionnaire n'ait pas l'impression qu'il est seul et puis tout lui tombe dessus, là, dans le fond. Donc, je pense que tu viens de répondre à ma prochaine question. C'était quels sont les conseils pour un nouveau gestionnaire dans une organisation à but non lucratif pour l'aspect harmonie au travail d'équipe et garder le personnel? C'est être à l'écoute des gens. Être à l'écoute. Être proactif. Jamais réactif. Exact, parce que des fois, tu vois des choses arriver. Ouais. Peut-être que, je sais pas, l'été, c'est la saison la plus occupée dans l'organisation dans laquelle le gestionnaire travaille. Il faut anticiper, right? Parce que les gens vont vouloir prendre des vacances, mais en même temps, c'est occupé. Donc, il faut essayer de faire une planification de la main-d'œuvre, une planification dynamique qui fait en sorte que on va pouvoir passer à travers l'été. Et quand l'équipe voit que le gestionnaire pense à ça, à l'avance, il se dit, OK, he cares. Tu vois? He cares about me. Exactly, right. Donc, le signal est lancé, dans le fond. Ouais. Fait que c'est être proactif. Donc, être à l'écoute, être proactif, communiquer aussi. Donc, comme on l'a dit, communiquer, c'est écouter. C'est aussi parler aux gens. Puis être transparent. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pouvoir en discuter aussi, mais en mode, on peut travailler ensemble pour corriger les choses aussi. Puis, je pense que c'est pas mal ça. Et être authentique, hein, tu vois, être soi-même. Ouais. On revient toujours à la même base. C'est parce qu'en 2024, les gens, l'authenticité est récompensée. L'unicité, donc ta personnalité unique que tu penses que c'est bizarre, là, c'est ce que les gens veulent, là, dans le fond, dans les entreprises. On veut plus des gens qui fit in, qui rentrent dans un moule, qui font semblant. On veut, OK, lui, il est intéressant, lui, je l'aime bien, lui, tu vois. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui, là, selon ce que je vois. Ah, super intéressant. Pour conclure l'entretien, une question, regard dans l'avenir. Comment tu vois ce genre de secteur, développement des affaires dans la partie à but non lucratif, avec tous les changements qu'on vit aujourd'hui? Il y a toujours une perturbation qui peut tout changer, l'économie, ça change la façon de penser, la façon comment les gens veulent
investir, comment ils veulent allouer des ressources. Comment tu vois ça impacter votre entreprise et comment tu penses qu'un gestionnaire devrait se préparer si on regarde dans l'avenir? Ouais. Pour moi, le développement des affaires dans l'avenir, ce sont des partenariats. Souvent, les gens vont dire, par exemple, tu vas dans une entreprise, je sais pas, une banque ou une compagnie d'assurance ou même pharmaceutique, les gens vont percevoir le développement des affaires comme la vente. OK. Right? Donc, on gère des comptes puis on vend. Moi, je pense que dans l'avenir, on le voit déjà, dans l'avenir, c'est des partenariats. OK. Un conseiller financier a un partenariat avec son client. Un directeur de compte est en partenariat avec une entreprise avec laquelle il travaille. Je crois que cette notion de partenariat est plus importante plus que jamais parce que quand il arrive des perturbations et que tu es en partenariat, c'est règle générale, le partenariat demeure. Souvent, les deux, vous allez dire, on va traverser la tempête ensemble. Right? Ouais. Chacun peut faire des concessions, mais ça va être ensemble. Ça va pas être on coupe. Donc, dans l'avenir, je pense que cette notion de partenariat est extrêmement, extrêmement importante en développement des affaires. C'est établir justement ces liens durables pour justement créer ces partenariats et faire en sorte que quand ça va bien pour toi, ça va bien pour moi. Quand ça va bien pour moi, ça va bien pour toi. Donc, mutuel. Win-win, mutuel. Ouais. Ça, c'est dans l'avenir, dans le futur. La deuxième chose, si je reste dans le développement des affaires, toujours, c'est comprendre que nos parties prenantes sont de plus en plus exigeantes. Les clients sont exigeants, les autorités réglementaires sont exigeantes, les actionnaires sont exigeants, Internet est exigeant. Donc, c'est de comprendre qu'on évolue dans des écosystèmes extrêmement exigeants et de faire des stratégies pour justement livrer la marchandise ou être transparent de ce qu'on peut livrer ou de ce qu'on ne peut pas livrer. Right? Être authentique aussi. Il ne faut pas promettre la lune alors qu'on sait qu'à la base, on ne pourra pas la livrer. Exactement. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est super important parce qu'on peut perdre la crédibilité rapidement. Donc, ça, dans le futur, je pense que c'est super important. Et la dernière chose, c'est travailler avec les technologies. Donc, on a parlé d'intelligence artificielle, mais il y a plusieurs autres technologies qui vont arriver, qui vont bousculer un peu comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on interagit avec nos partenaires dans le développement des affaires. Donc, je pense que c'est vraiment les trois choses. Si on regarde dans 10 ans, dans 5, en fait, ça arrive déjà là, aujourd'hui. Mais si on regarde dans les prochaines années, un gestionnaire doit garder ces éléments en tête pour être sûr d'être proactif et puis d'anticiper, de suivre les formations nécessaires pour réussir à être préparé à ça. OK, super. Merci beaucoup, Koudio. Je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui. Merci d'avoir partagé toute ton expertise, ton expérience. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Diego. Merci à toi de m'avoir reçu. Puis bon courage pour la suite. Merci. Et pour notre audience, merci beaucoup de l'écoute. Restez à l'affût pour d'autres rencontres thématiques intéressantes sur la gestion. Au revoir.